Salut à tous, bienvenue dans Femmes de foot, la seule bibliothèque sans livres, et oui, la seule bibliothèque 100% foot féminin. Et pour ce nouvel ouvrage de F2F, nous reviendrons sur la Coupe de France et les demi-finales disputées ce week-end. Ensuite, place à l'Algarve Cup et on reviendra sur le beau parcours des Bleus à quelques mois de la Coupe du Monde. Et enfin, nous vous proposerons le deuxième volet de notre documentaire consacré à 3 joueuses du Paris Saint-Germain pour étudier tous ces sujets, pour faire la lecture de tout ce beau programme. Ils sont là, les plus belles plumes de F2F autour de la table. Elle, c'est pas compliqué, elle mériterait selon moi tous les ans de recevoir le prix Femina, mademoiselle Candice Prévost. Lui, il n'a pas mis les pieds dans une bibliothèque depuis 1967. Pourtant, il a une connaissance et une culture incomparable. Et lui, enfin, l'écriture. Il a voulu en faire son métier, malgré un physique de télévision. Le nouvel Albert Londres, Monsieur Johan Aubois. Que dire, enfin, de nos 2 chroniqueurs? Eux, ils ont tout lu, la Pléiade, Guérépet, France Football et aussi 11 mondial, Mélina Boetti et Thomas Mekich. Enfin, notre invité. Elle, son histoire s'écrit en beaucoup de volumes. On connaît le sommaire, mais pas forcément la fin de cette belle histoire. Merci d'accueillir celle qui a été fraîchement élue meilleure joueuse de l'Algarve Cup 2015, mademoiselle Eugénie Le Sommer. Eugénie, bonsoir. Prête pour une lecture entre amis? Oui, prête. C'est parti. C'est parti. Générique. Voilà, je suis Megan Rapinoe et regarde Femme de foot. Of course, comme dirait l'excellente Candice Prévost dans son plus bel anglais, n'est-ce pas? J'ai dit ça? Oh, je suis sûr. Merci à tous d'être ici. On est ravis de se retrouver après une belle Algarve Cup suivie en votre compagnie. Et on est ravis de recevoir celle qui a reçu le prix de la meilleure joueuse du tournoi. Eugénie, merci d'être avec nous. Un bon signe quand même, ce trophée. Oui, ça fait toujours plaisir. Ouais. Il y a des grands noms quand même, Opsolo, Brigitte Prince, Megan Rapinoe il n'y a pas très longtemps. C'est quand même un bon présage à quelques mois de la Coupe du Monde. Ouais, et puis je pense que ça récompense aussi un petit peu toute l'équipe et toute cette équipe de France qui progresse. Et on a montré de belles choses sur ce tournoi, pardon. Donc voilà, contente de pouvoir ramener ce trophée à l'équipe. Hein, pleine de modestie. Ouais, hein. que ce soit une Française, finalement, c'est aussi intéressant. Elles n'ont pas gagné contre les États-Unis, mais c'est une satisfaction pour l'équipe de France, comme dit Eugénie. Voilà, on en reparlera bien évidemment de cette Algarve Cup tous ensemble. C'est le moment de la carte blanche que vous attendez tous, je l'imagine. Eugénie, le sommaire ne cesse de marquer cette saison. Elle enchaîne les buts. Combien en a-t-elle inscrit depuis le début de la saison, toute équipe confondue? Johan? Équipe confondue de la Toute saison équipe confondue. 33. Candice? 36. Patrice? 35. C'est ça. On va commencer avec vous un jour, Patrice, ça nous fera du bien. C'est Candice qui l'emporte. C'est bien. Ça n'est même pas le bon chiffre. Est-ce que vous avez une idée, Eugénie? Bah, j'aurais dit autour de 30, mais là... Non, Bien au-delà, 41 buts déjà inscrits en 37 matchs, plus d'un but de moyenne par match, pourvu que ça dure. C'est pas mal. Pourvu que ça dure. On va en profiter pour regarder, comme à chaque fois, les statistiques de notre invité, le parcours, excusez-moi plus exactement. Eugénie et ses 25 printemps, ses 163 matchs de D1 féminine, 131 buts. Comme quoi, c'est la continuité qui prime. Déjà 4 titres de championne de France, 3 Coupes de France, 2 Ligues des Champions et 1 place de finaliste. Et puis enfin, en équipe de France, la barre des 100 sélections qu'on avait fêtées ensemble lors de cette Algarve Cup et 43 buts inscrits. Quand vous regardez ce petit résumé de carrière, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ? Je me dis que c'est pas mal quand même. Non, ça fait toujours plaisir de voir ces chiffres. Et puis c'est vrai que
ne s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, qu'on joue. Mais voilà, je prends les matchs les uns après les autres. Après, voilà, d'avoir passé les 100 sélections, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais j'en suis fière en tout cas. L'actualité, c'est la Coupe de France. Vous avez vécu sur l'antenne d'Eurosport la demi-finale entre Saint-Etienne et Montpellier. Mais quelques heures auparavant, l'Olympique lyonnais s'est qualifié pour sa 4e finale consécutive. Une victoire obtenue face à l'équipe rouennaise qui évolue en 2e division. Des Lyonnaises qui vont ouvrir le score assez rapidement par le biais de Camille Abili dès la 4e minute. Ensuite, c'est la Norvégienne Ada Egerberg qui s'illustre au retour de la seconde période. Un 3e but qui sera l'œuvre d'une jeune joueuse de l'Olympique lyonnais. Il s'agit de Delphine Cascarino avec cette frappe croisée. Et le 4e et dernier but de cette demi-finale sera l'œuvre d'Ada Egerberg à nouveau, qui s'offre donc un doublé et elle, une première finale de Coupe de France. On l'a évoqué, c'est des chiffres absolument impressionnants, une fois de plus avec l'Olympique lyonnais, qui reste sur une série de 23 victoires consécutives en Coupe de France. Même sur un match, c'est compliqué de vous battre. Oui, c'est sûr. On a toujours voulu gagner ce trophée aussi depuis que Patrice était arrivé à Lyon. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt bien. J'espère que cette année, on va ramener le trophée. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on se dit que c'est plus facile de nous battre sur la coupe et sur un match. Mais voilà, nous, on lâchera rien et on a envie d'aller le chercher. Alors on le rappelle, vous étiez au repos après tous les efforts fournis lors de l'Algarve, ainsi que Lara Dickenman. On a pu en profiter pour voir certaines joueuses, Delphine Cascarino qui marque son premier but. On pense également peut-être à Mylène Tarieux ou à Lucie Pinjon dans le secteur offensif. Est-ce qu'il y a une de ces joueuses qui ressemble peut-être à la future Eugénie Le Sommer? Encore jeune, plutôt quelqu'un pour lui succéder. Non, c'est difficile à dire. Après, c'est bien que le coach puisse les essayer sur ce genre de match. Et puis, c'est la volonté aussi du club d'intégrer des jeunes. Ça se passe plutôt bien pour elles parce que j'ai vu que chacune, sur leur premier match qu'elles avaient joué avec nous, elles ont marqué. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Après, ça va venir petit à petit, la régularité, l'expérience. Mais c'est déjà bien de pouvoir s'entraîner, je pense, au quotidien avec l'effectif qu'on a. Donc elles vont progresser. On voit déjà que les jeunes ont progressé depuis le début de saison. Donc pourvu que ça continue. On voulait peut-être aussi rendre un petit hommage à cette équipe de Rouen qui réalise un parcours remarquable. Sixième en D2. Voilà. C'est bien, ils ont fait un bon parcours en championnat. Ils finissent bien en coupe. Demi-finale contre Lyon, perdent que 4-0 alors que on avait un peu imaginé un scénario plus lourd. Non, c'est bien. J'ai l'impression que ce but les a peut-être un peu réveillés. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte particulier à Diochon avec beaucoup de monde. C'était peut-être un peu endormi, un petit peu à tonne. Et ce but, finalement, au lieu de les enfoncer et d'enchaîner sur une dizaine, ça les a peut-être un peu réveillés et ça leur a permis de tenir jusqu'à la mi-temps. Oui, bien sûr. Mais tu avais quand même les cadres qui étaient sur le terrain. Franchement, quelques-unes quand même. Il manquait quand même des joueuses importantes quand même. Enfin voilà, on voulait féliciter évidemment cette équipe de Rouen. Son parcours. Exactement. L'autre demi-finale, on y revient, puisqu'elle était effectivement en direct sur Eurosport, du côté de ce très beau stade. Ça faisait plaisir d'ailleurs de voir les Vertes évoluer dans le chaudron, évidemment. Patrice, vous étiez au commentaire de cette rencontre. On va revenir déjà sur le résumé de cette rencontre. C'est un sujet signé Faustine Seigne. Qui pour affronter Lyon en finale de la Coupe de France? Saint-Etienne reçoit sa bête noire Montpellier dans l'antre de Geoffroy Guichard. Depuis 2011 et une victoire en finale de Coupe de France, les Amazones ne se sont jamais imposées face au Montpellier-Rennes. Pourtant, la première occasion du match est stéphanoise, centre en retrait de Sarah Palassin pour une reprise de volée de Charlotte Logéré, mais c'est contré. Montpellier prive ensuite les Vertes de ballon. 32e minute, Caroline Audemars commet une grosse erreur qui profite à Claire Lavogé. Cette dernière trouve Sofia Jacobson pour le premier but du match. La Suédoise meilleure buteuse de l'Algarve continue sur sa lancée. Elle signe son 2e but en Coupe de France cette saison.
2 minutes plus tard, c'est le coup de théâtre. Viviane Assey, déjà sous le coup d'un carton jaune, est en retard pour tacler Amandine Soulard. Carton rouge, les Héroltaises sont réduites à 10 jusqu'à la fin du match. Même en infériorité, Montpellier domine toujours. Pour preuve, cette occasion juste avant la pause, c'est sauvé de justesse par Julie Perraudin. Au retour des vestiaires, Saint-Étienne ne profite toujours pas de son avantage numérique. Le spectacle n'est pas au rendez-vous pour le public de Geoffroy Guichard. Il faut attendre la 81e minute pour voir une occasion franche. Sophia Jacobson, en grande forme, est à 2 doigts du doublé. Saint-Étienne s'accroche mais ne trouve pas de solution offensive. Timide tentative de Maëva Clémaron en fin de match qui frappe de loin mais c'est manqué. L'entraîneur montpelliérain Jean-Louis Saez est exclu à 3 minutes de la fin de la rencontre. Il rejoint Viviane Assey en tribune. Montpellier résiste jusqu'au bout, score final 1-0. Geoffroy Guichard n'aura pas porté chance aux Amazones qui restent inconsolables. La finale Montpellier-Lyon, remake de l'édition 2012, ce sera le 18 avril prochain à Calais. Le remake de la dernière finale, cette équipe de Montpellier, je crois que vous l'aviez annoncé, il faut rendre à César, Patrice. C'était assez simple. C'était assez C'est simple toujours par simple. rapport, non, mais bon, par rapport au potentiel des équipes, le match d'hier, c'est pareil. Même si Montpellier a joué à 10, ils méritent largement leur qualification. L'équipe de Saint-Étienne a essayé de ressortir à peu près proprement le ballon, mais c'est pas créé beaucoup d'occasions. Peut-être en première mi-temps, tant que Sarah Palassin avait du jus. C'était la seule qui était vraiment dangereuse devant. Bon, même s'il y a un schéma tactique un peu plus offensif en deuxième mi-temps par rapport à l'infériorité numérique de Montpellier, de Saint-Étienne en jouant en 4-4-2, je pense qu'à un moment donné, ils auraient peut-être pu jouer un peu plus haut, c'est-à-dire jouer soit à 3 derrière ou à 2 avec un losange un peu plus haut, vers faire du pressing vraiment sur cette défense de Montpellier pour essayer de revenir au score. Bon, ça n'a pas été le cas, aucune occasion en deuxième mi-temps. C'est même Montpellier à 10 qui a eu les occasions. Victoire largement méritée. Après, ça risque d'être compliqué contre l'Olympique Lyonnais. Mais il y a des bonnes joueuses à Montpellier quand même. Et je pense qu'ils sont bien organisés. Elle a été excellente. On l'a vu performante avec la Suède. Rumi Otsugi a été bonne aussi sur la deuxième mi-temps. Laetitia Tonasi aussi a fait un bon match, je trouve. Elle était dangereuse de la tête. Kelly Gadea derrière était costaud. Non, c'est une équipe. C'est une équipe Gérard Prêcheur aussi, je pense que forcément. Mais bon, il va falloir résoudre les côtés, je pense. Côté droit, côté gauche derrière, vu comment ça joue à l'Olympique Lyonnais, les filles qui rentrent, les latérales qui dédoublent. Là, il va falloir être un peu plus costaud, autrement ils risquent d'avoir un petit peu d'égards. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même les joueuses pour leur poser des problèmes. Eugénie, justement, cette équipe de Montpellier, c'est ce qu'évoquait Candice. Elle vous avait posé quelques problèmes au départ, lors de la première rencontre. Le score avait été finalement assez large, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a éventuellement les moyens de vous compliquer la tâche. Oui, je pense que Montpellier fait partie des équipes qui peuvent, je dirais, sur un match nous accrocher. Et puis c'est une équipe de coupe, hein. On les a toujours rencontrées demi-finale, finale. C'est vrai qu'elles sont souvent présentes. Ce serait la 5e, déjà la 5e finale de l'histoire entre les deux clubs. Donc voilà, il faut toujours se méfier de cette équipe. Et comme je disais, sur un match, tout est possible, hein. Donc voilà, après, ça va être un beau match, je pense. On l'a dit, Johan, c'est un grand classique. Est-ce que cette équipe de Montpellier, avec des individualités fortes, on l'a évoqué, Claire Lavogé notamment, Rumi Otsugi, il y a du métier, il y a du physique. Et puis il y a une dynamique. Depuis 2015, elles sont invaincues. Donc ça compte aussi, je pense, dans la gestion d'un groupe. Après, elles vont arriver, elles savent très bien qu'elles ne vont pas être favorites contre Lyon. Donc c'est l'occasion vraiment d'aller dans un stade à Calais face à une grosse équipe et puis aller se faire plaisir. Après, tout dépend du scénario du match. Si vous prenez un but au bout de 4 minutes, ça peut être très très compliqué. Si à l'inverse, vous arrivez un petit peu à tenir Lyon 40-45 minutes, vous pouvez basculer sur la deuxième mi-temps et avoir peut-être un peu plus d'opportunités par la suite. Ils ont des atouts offensifs, Jacobson, Tonasi, tout ça c'est costaud, Assey, si elle ne sort pas. Ça va vite, Mackenza aussi. Il y a quand même des atouts. Ouais, mais bon, Lyon joue aussi un titre cette année et celui-là, je pense qu'il va compter pour l'Olympique Lyonnais parce que je pense qu'elles ont encore la Ligue des Champions au travers de la gorge. Je sais pas, tu ne diras pas le contraire, je pense. Donc je pense que Lyon, c'est quoi? C'est
j'essaie de prendre tous les titres possibles et inimaginables. Je vois pas le titre échapper à l'Olympique. Si par malheur Lyon perd la finale de la Coupe de France, ça serait une mauvaise saison. Il faut au minimum le doubler. Et Eugénie le sait très très bien. À Lyon, on n'a pas le droit de passer à travers. Ouais, c'est le doublé, ouais. Eh bien, mesdemoiselles, messieurs, la réponse, ce sera sur Eurosport et ce sera finalement le 18 avril. La date avait été fixée au départ au 1er avril. Et finalement, ce sera toujours à Calais, mais le 18 sur Eurosport. On est à 81 jours de la Coupe du Monde. C'est l'occasion pour nous de parler de cette Algarve Cup, revenir sur cette belle expérience, cette belle aventure des tricolores lors de ce tournoi. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, hein, oui. Et puis on en parle après. Pauline Schatz, elle vous raconte tout. Algarve Cup J+5, l'heure est au bilan, comme dirait l'autre. Alors voici ce que nous, femmes de foot, avons retenu de ces 10 jours. Nous avons retenu que les États-Unis étaient dans la place. On les attendait au tournant et on avait bien raison. Prenez plusieurs finalistes du Mondial 2011, ajoutez-y quelques jeunes pousses championnes du monde des moins de 20 en 2012 et vous obtiendrez un collectif au taquet en 2015 et donc un gros, voire un immense prétendant au Canada. Avec sa 7e place au Portugal, le Brésil part bien moins favori que les Nord-Américaines. Mais le Brésil reste le pays du football et surtout celui de Marta. Marta, 29 ans, élue 5 fois meilleure joueuse mondiale de l'année et surtout une classe et une patte sans égale. Alors on ne va surtout pas se priver. Magnéto, Serge. Elles ont aussi mis de nombreux buts. Elles, ce sont les Suédoises. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Prenez le 3-0 face à la Chine et penchez-vous sur les buteuses. Aslani, Schelin et Jakobsen. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien nous, ça nous rappelle que ces 3 joueuses évoluent en D1 et que du coup, on est quand même assez fiers. Surtout si l'on ajoute que Jakobsen a terminé meilleure buteuse du tournoi. Alors si la Suède n'a pas totalement convaincu Patrice Lair, le Japon ne nous a pas non plus fait planer. Finaliste l'an dernier, les championnes du monde ont réalisé la plus grosse chute de l'année avec une décevante 9e place. Mais attention, la priorité des Japonaises reste le mondial et quand les Nippones ont une idée en tête, elles l'ont également souvent dans les crampons. Enfin, si je vous dis meilleure joueuse du tournoi, vous me répondez Eugénie Le Sommer, évidemment. L'attaquante de l'Olympique lyonnais nous en a mis plein les yeux et c'est avec un chauvinisme assumé que nous terminerons sur ces belles images. Car au-delà de cette récompense individuelle, le collectif nous a régalé avec une superbe place en finale. Philippe Bergerot comptait faire de l'Algarve son laboratoire. Le chimiste a plutôt bien réussi son expérience. Une défense ultra efficace, un milieu très technique et une attaque prolifique. La mayonnaise semble avoir très bien pris. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, à Femmes de Foot, on se dit vive la France et vivement le Canada. Ah, on s'est régalé, hein, voir à nouveau ces buts français. C'est vrai qu'on a particulièrement apprécié celui de Camille Abelli. Vous le sentez, Eugénie, dans le terme du vécu ensemble. Il y a des automatismes, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage. Et à 3 mois de la Coupe du Monde, c'est plutôt très bon signe. Oui, je pense que depuis que Philippe Bergerot a pris l'équipe en main, on a progressé de match en match et on a pu voir sur ce tournoi qu'il y a eu du progrès et c'est quand même un tournoi assez relevé. On arrive à aller en finale, donc c'est bien et c'est de bon augure pour la Coupe du Monde. En plus, plusieurs joueuses ont joué, des filles qui n'avaient pas beaucoup joué avant ou qui avaient peu de sélection, donc c'est bien aussi de pouvoir les voir sur ce genre de match. Voilà. Le trophée, on en a parlé un petit peu en introduction de cette émission. Vous vous attendiez à ce genre de récompense d'un point de vue psychologique? Ça peut aussi aider quand on arrive justement dans la dernière ligne droite d'une compétition de ce genre? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, je ne m'y attendais pas du tout. Après, ça fait toujours plaisir de recevoir un trophée individuel, mais comme je l'ai dit, je remercie quand même mes coéquipières parce que sans elles, j'aurais pas pu le remporter. Et puis, comme je disais, ça montre aussi la performance de l'équipe sur l'ensemble du tournoi, donc c'est bien. Et voilà, il faut que ça continue comme ça. On a encore des choses à peaufiner et on va profiter de la préparation pour ça. Le trophée est quand même pas totalement anodin parce que ça valide la progression de Génie depuis quelques mois maintenant. Je me souviens, lors d'une émission, on avait un petit peu discuté de ton cas et j'avais dit elle n'est pas toujours décisive dans les grands matchs.
et tu mettais 3 buts contre l'Uruguay, 4 buts contre la Roumanie, je crois. Enfin voilà, tu marquais plutôt contre les petites équipes. Et c'est vrai que depuis quelques mois, tu as une vraie progression en marquant contre le Brésil, contre l'Allemagne, contre les États-Unis. Et là, tu restais sur 6 buts en 7 matchs, je crois, sur les 7 dernières sélections. Donc ça valide un petit peu, je trouve, la dimension que tu as prise depuis quelques mois. Ouais, après, c'est aussi mon repositionnement aussi, peut-être, qui fait que je marque plus de buts. Je me retrouve plus facilement dans la surface et devant le but. Donc voilà, c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe. J'espère que ça va continuer. Cette association avec Gaëtan Kiné, on sent que ça fonctionne. On a certainement trouvé la bonne combinaison. Vous prenez plaisir à évoluer dans ce schéma-là auprès de Gaëtan? Oui, c'est vrai que on peut voir de match en match aussi notre progression. Et voilà, moi, je sais que j'essaye de match en match de voir, d'avoir, comment dire, des automatismes avec elle. Et c'est important, quand on joue à deux devant, de bien se trouver, de savoir ce que l'autre va faire. Donc voilà, on essaye de se parler aussi. Et pour le moment, ça se passe bien. C'est une grande satisfaction de voir un petit peu l'entente que vous avez toutes les deux, parce que vous êtes complémentaires au niveau des courses, pareil, pour chercher la profondeur, pour décrocher un petit peu, être capable aussi de bien fixer la défense adverse à deux. Donc celle qui joue sur le côté gauche, aussi bien Claire que Louisa, quand elle est là, vient appuyer un petit peu, mettre de la vitesse sur le côté droit et de la présence devant le but. Et puis en plus, avec beaucoup d'efficacité, il y a eu des superbes buts qui ont été marqués pendant la gave. Je pense que ce sont les bonnes solutions pour pouvoir être performant à la Coupe du Monde. Candice, sur l'ensemble de cette compétition, alors l'équipe de France nous a effectivement plutôt séduite. Est-ce que vous avez retenu une équipe, une individualité? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette compétition? C'est l'ensemble en fait. C'est vrai qu'on a senti une petite fragilité sur le début de l'équipe de France, mais parce qu'il y avait une équipe new look. Et j'ai senti au fur et à mesure une progression lors de cette compétition-là. Après, j'ai trouvé l'ensemble assez bien huilé, avec Eugénie Le Sommer qui franchit des caps incroyables. Une Gaëtan Kiné qui est aussi juste incroyable à côté et qui est aussi très efficace. Je pense qu'il faut aussi saluer la performance de la Juvisienne. Mais c'est l'ensemble. C'est vrai que Camille Abili revient bien aussi. On a quand même constaté, quand Wendy n'est pas là et Laura, qui était également blessée, que ça flotte un peu plus. Les buts pris sont quand même des buts facilement évitables. Le Danemark, le Japon, les États-Unis, sur les 2 buts, ça fait quand même 4 buts qui sont plus qu'évitables. Et je dis, faut pas condamner, faut pas condamner Butel et Mbok et Delannoy qui seront des remplaçantes à la Coupe du Monde, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas tant de solutions que ça au plus haut niveau. Non, mais c'est des bons enseignements, parce que on voit qu'on ne peut pas se priver de certaines filles. Et après, on sait où il faut travailler, aussi bien sur les phases défensives au niveau des balles arrêtées, comme offensives pareil aussi, le bon dosage, et surtout la bonne répartition défensive pour ne pas être pris en défaut, comme sur le premier but contre les États-Unis. Il ne faudra surtout pas recommencer ce genre de bêtises défensives. Il y a un... J'ai une question à poser à Eugénie, c'est est-ce que tu n'as pas peur d'être trop en forme maintenant? Parce que le mois de juin, c'est pas encore tout de suite, mais je sais pas. Non, après, moi j'essaie de prendre les matchs les uns après les autres, je ne me pose pas cette question. Et je pense que ça ne veut rien dire, même si d'être en forme maintenant. Non, après, il y aura aussi la préparation pour bien peaufiner. Coup de pompe, toi. Non, mais c'est vrai. En 5 ans, moi, j'ai toujours performant. Après, il y a des bonnes personnes qui travaillent sur justement ces critères de performance et de préparation. Plus on marque des buts, ça continue. Plus à marque, tu as envie de continuer, elle n'est pas fatiguée. J'ai toujours peur de ça, d'avoir une équipe de France là bien performante. Et puis, mais vous allez faire une bonne Coupe du Monde, Candice, on le sait. Vous allez faire une bonne Coupe du Monde pour nous, on le sait. J'ai mal derrière. Mais ça va aller. C'est plutôt toi qui as des coups de pompe, c'est ça? Un homme à apprécier en tout cas cette Algarve Cup, c'est le sélectionneur national, Philippe Bergerot. On l'écoute. Ce qui est important, c'est de tirer des enseignements de ce tournoi. Ça fait 8 ans qu'on n'était pas venu ici, on est en Finlande. Et puis j'ai pu faire tourner beaucoup de monde. Ça, c'est une chose importante avant la Coupe du Monde. Justement, quels sont pour vous les grands engagements que vous tirez de cette compétition qui aura été quand même riche en enseignements? Mais la confirmation des cadres, des 5-6 cadres que j'ai dans l'équipe, et puis la montée en puissance de 4-5 jeunes qui étaient avec l'équipe de France des moins de 19 il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai que ça a été l'une des satisfactions. Peut-être une joueuse comme Claire Lavogé. On a vu aussi Kady Diani. Ouais, ils ont marqué des points pour être dans le groupe. Claire Lavogé, pour moi, la révélation de cette équipe de France. Elle a l'air totalement décomplexée. Je ne sais pas comment elle se situe dans le groupe France, mais on la sent complètement décomplexée. Elle met de l'impact, elle met de la vitesse. Enfin, je trouve qu'elle apporte elle tente des choses. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la trouille de ses 20 ans. Elle hésite pas. En dehors, elle a un discours qui est un petit peu rêveur. Tu sais, elle hallucine. Elle dit, mais je suis en équipe de France. Ouais, elle rêve. Du coup, sur le terrain, tu n'as pas cette espèce de rêve. Elle est vraiment dans l'action et aucune crispation. Et elle y va, quoi. Donc, surtout qu'elle était quand même là pour combler l'absence, pas évident, hein, quand même, de Louisa Nessib. Elle vous a convaincu aussi, Eugénie? C'est vrai qu'elle a fait un bon tournoi sur ses rentrées, et même sur les matchs qu'elle a pu débuter. Donc c'est bien pour elle, il faut qu'elle continue comme ça. Et l'important, c'est de tout donner et puis de travailler à l'entraînement pour continuer sur cette ligne-là. Et puis non, mais c'est quelqu'un qui est à l'aise quand même dans le groupe. Elle ne se prend pas la tête et elle a la joie de vivre. Et non, c'est quelqu'un qui a de l'avenir, je pense. Kady Diani aussi qui a fait incroyable. Elle était en jambes. On a l'impression qu'elle avait débuté la finale. C'était un sacré test aussi pour elle. Oui, débuter la finale, mais au-delà de ça, dans ses rentrées, je l'ai trouvée très très en jambes et elle avait faim. C'est bien, on a pu voir certaines jeunes. C'est une bonne chose, mais bon, pas trop de blessures quand même. Il faut garder l'ossature. C'est avec celle-là qu'on ira au bout. Mais attention. Il y en a une qu'on était content de revoir aussi. Elle s'est imposée. Elle a remporté avec les Américaines cette Algarve Cup pour la 10e fois avec les États-Unis. Pas personnellement, hein, les États-Unis pour la 10e fois. Et on était content de retrouver son joli sourire. C'est l'ancienne lyonnaise Megan Rapinoe. Moi, je dirais qu'on est très content du résultat. On aimerait bien être un peu plus performant dans la possession de balle, se créer un peu plus d'occasions. Mais bon, on a gagné, on est bien rentré dans les parties et surtout on rentre à la maison avec le trophée. C'était très important pour nous en vue de la Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de changements l'an passé au niveau de l'encadrement, du coach. Ça a pas mal bougé aussi chez nous. Donc je crois que la stabilité récente a entraîné un certain déclic et on se sent bien à nouveau un peu plus stable. Ouais, c'était vraiment super, oui, de revoir mes anciennes coéquipières françaises. Ça faisait longtemps. Elles devaient vraiment se demander si je me cachais parce que je les ai loupées à 3 reprises. Et j'étais très très contente de les revoir. L'équipe de France est de plus en plus forte. Les filles vont prendre confiance. Elles sont un vrai danger pour nous. Elles ont toujours été fortes techniquement, tactiquement aussi. Mais avec la confiance qui va revenir et puis les absentes qui vont être de retour, je pense qu'elles seront une vraie menace pour la Coupe du Monde. Once they get everyone back, I think that they'll be a real threat in the tournament. I think we're one of the favorites. Je pense qu'on fait partie des favorites. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule équipe favorite. On est sûr d'être une équipe forte, mais comme doivent le penser aussi les Françaises, les Japonaises ou même les Allemandes, parmi d'autres équipes. Donc c'est vrai, on ressent la pression, mais comme les autres, et c'est une bonne chose. En plus, les gens pensent qu'on est assez solide, donc on fait partie des favorites, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera une très belle Coupe du Monde. Voilà, pour vous, Eugénie, vous me l'aviez confié à la sortie du match, ça reste la grande favorite de cette compétition, cette équipe américaine de la Coupe du Monde. Vous les avez sentis un peu revanchardes, vous les avez sentis au-dessus de ce qu'elles vous avaient montré à Lorient? Déjà, je pense qu'elles étaient un peu plus en forme parce qu'elles avaient repris depuis moins longtemps à Lorient. Après, sur le match, elles ont été au-dessus, surtout physiquement et dans l'impact, mais je pense qu'on leur a quand même posé des problèmes au niveau du jeu. Et d'ailleurs, Megan le disait, elles ont envie aussi de progresser à ce niveau-là parce qu'on a eu quand même un petit peu la possession. Et voilà, quand on a la possession, on a le ballon et on se crée des occasions. Là, c'était un peu plus difficile pour elles. Après, elles ont marqué 2 buts sur le peu d'occasions qu'elles ont, et puis dont un coup de pied arrêté. Donc voilà, je pense qu'on a quand même montré une belle image. Mais j'espère qu'on fera mieux à la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez manqué un peu de fraîcheur? Parce que c'était le 4e match en quelques jours. T'as ressenti, toi, sur... Oui, forcément. En plus, on n'avait pas beaucoup de récupération entre les matchs. Et sur un tournoi comme ça, quand on enchaîne 4 matchs en une semaine, c'est compliqué d'être fraîche pour le dernier match. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas être à 100% physiquement pour jouer une finale. Mais aussi, ça fait partie des apprentissages. Et puis c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut essayer d'être quand même performante. Un petit mot, Patrice, sur Megan Rapinoe, vous l'aviez eu sous vos ordres. Pas toujours facile à diriger. Megan, était marrante en dehors, personnalité. pas toujours marrante sur le terrain.
Parce que bon, remplacement, tout ça, je ne connaissais pas trop. Pareil, en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis un petit peu comme ça aussi. Ouais. Non, mais autrement, une super fille. La joueuse, c'est une joueuse exceptionnelle. Elle m'a fait des matchs, elle m'a pas fait beaucoup de gros matchs, mais le joueur qui nous faisait des gros matchs, elle était exceptionnelle. Pourquoi ça n'a pas marché alors à Lyon? Je sais pas. C'est vrai qu'elle était que de passage. Ouais, je sais pas trop. Je n'ai pas trouvé concernée à 100% quand elle est arrivée à Lyon. De toute façon, elle était obligée de rentrer pour la Coupe du Monde. C'était pas évident. Enfin, bon, peut-être manquer de temps, mais bon, c'était une super joueuse. J'étais vraiment déçu à un moment donné parce que je sentais bien qu'il y avait un gros potentiel. Elle l'a démontré en demi-finale contre Juvisy sur la Coupe d'Europe. Puis, malheureusement, après, sur la finale, j'avais sorti à la mi-temps parce qu'elle a été transparente. Et c'était pas la joueuse. Je pense qu'il y a manqué quelque chose. Peut-être aussi la confiance de l'entraîneur. Il y a plein de choses aussi. Ça passait peut-être pas forcément avec moi par rapport à mon discours. Mais bon, ça reste quand même une très très bonne joueuse. Et en dehors, c'est une chic fille. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, ensemble, le classement final de cette Algarve Cup 2015, remporté donc par les Américaines devant la France. La 3e place revient à l'Allemagne, 4e la Suède, 5e la Norvège, 6e Danemark, Brésil, Suisse, Japon, Islande, Portugal et Chine. Ma question est simple, est-ce que vous vous attendez au même podium à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on s'attend ou est-ce qu'on espère La question, pareil. si on s'attend, oui, ça peut être les États-unis devant. Si on espère, évidemment, on préfère que ce soit les Bleus. Pour que ça soit ça, c'est tout. Oui, mais en C'est gardant la quand même Non, mais on est aussi fort que cette équipe-là. Sur ce match-là, on est battu parce que, bon, à mon avis, il manque quelques titulaires. On fait 2 erreurs quand même sur la balle arrêtée. Pareil, c'est la même chose. La fille qui part du milieu de terrain, là, il faut l'allonger avant, si jamais il y avait un peu trop vite. Mais bon, on a largement... Non, il faut être efficace. Il faut être efficace, c'est tout. Et à un moment donné, il y a Camille qui vient, je pense qu'elle peut la gêner, faire une faute à 40 mètres du but, il faut savoir le faire à ces moments-là aussi. Est-ce que ça vous fait du bien, finalement, cette défaite? C'est terrible à dire, mais est-ce que si vous aviez gagné, on vous aurait pas mis une pression de dingue parce que voilà, vous auriez battu 2 fois les Américaines, en plus là dans le cadre d'un tournoi en finale. Est-ce que finalement ça vous enlève pas un peu de pression en disant voilà, maintenant les Américaines, on a compris en compétition, c'est elles qui gagnent? Non, je ne dirais pas que ça nous enlève de la pression, parce qu'on sait très bien que c'est la meilleure équipe du monde. Même si on les a battus au mois de février, ça n'a rien changé à ça. Après, moi, non, je pense que c'est pas que ça nous enlève moins de pression. Mais après, j'ai pas envie non plus qu'on nous dise ouais, vous êtes championne du monde des matchs amicaux et vous gagnez rien à la Coupe du Monde. Donc là, si on peut terminer 2e ici et gagner la Coupe du Monde, ça ne me dérange pas. Il y a une base de travail. Allez, on pourrait en parler, en reparler de cette équipe de France. On suivra ça avec attention, évidemment, jusqu'au coup d'envoi le 6 juin prochain au Canada. Maintenant, si vous le voulez bien, on a eu les fleurs du mal. On a maintenant la fleur des mots. C'est la lettre et c'est Mélina Boetti. Chère Eugénie, souvent les garçons croient que les filles ne savent pas jouer au foot. Ils ne le pensent pas des génies. Non coach, ne sortez pas le génie, on va perdre. Une phrase somme toute sommaire qui depuis vos premiers matchs catégorie débutant a fait du chemin et troué des filets. Né avec un ballon d'une famille sportive et nombreuse, une fratrie étoffée, 9 à la maison, un numéro tout trouvé, 9 sur le terrain. Vous êtes désormais le génie, 2 pieds téléguidés, une détente téléportée, un sens du but inné. Avec vous, rien n'est rationnel, les souhaits sont exaucés. Un génie de haut niveau. Génie, tu pourrais m'avoir une carrière professionnelle? Meilleure buteuse et meilleure joueuse du championnat en 2010 de Saint-Brieuc à Lyon. Vous vous taillez un total look première division. Un titre national pour votre arrivée. 7 ans de D1, 163 matchs, 131 buts, de la magie en bouteille. Un génie sur mesure européenne. Génie, tu me fais gagner la coupe aux grandes oreilles. Première Ligue des champions de l'histoire du foot féminin français, elle est pour Lyon. Elle vous sourit et rend hommage à la Bretagne. En finale, votre influence n'était pas qu'un écran de fumée. Un génie en 3 dimensions. Génie, tu peux me faire remporter tous les trophées? 2012, vous voyez triple avec l'OL. Consécration à tous les niveaux, sur tous les tableaux, et cerise sur le gâteau, une lampée de buts, 22 au total, le record sur cette saison. Un génie au 102 sélections. Génie, attendez, dernière chose, un désir F2F. On se fait une Coupe du Monde le 5 juillet.
Avoir tout raflé à 26 balais, ce serait une jolie finalité. Et c'est parce que pour vous, le foot est un enchantement que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à réaliser tous vos vœux et vous voilà libre. Alors, vous êtes génial, Eugénie? Je sais pas si je suis géniale, mais ça fait toujours plaisir de voir ça. Après, oui, j'espère remporter cette Coupe du Monde, ce trophée qui me manque. Et ouais, c'est vraiment, je pense, l'année pour le gagner. On a de l'expérience et on a un groupe qui est maintenant ensemble depuis pas mal d'années. Et on a vécu des moments difficiles avec des échecs en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques en demi-finale. Et surtout à l'Euro en quart de finale, donc c'est le moment pour nous aussi de remporter quelque chose. Vous êtes redoutable en face à face. On va voir si vous l'êtes aussi en face à face. C'est le petit moment qu'on aime bien avec notre invité. En plus, je l'ai remarqué, Eugénie, depuis le début, c'est tout à votre honneur. Mais dès qu'on parle de vous, vous avez tendance à ramener votre réponse au collectif. Donc on va jouer un petit peu au jeu des 7 familles. Hein. Elle l'a évoqué, Mélina, dans sa lettre. Vous êtes issu d'une famille de 9 frères et sœurs. Donc j'ai été un petit peu pioché de ce côté-là. Et on me dit que vous êtes plutôt la plus timide, peut-être la plus réservée de cette belle fratrie. Et vos frères et sœurs se demandent si c'est en partie pour cette raison que vous avez un peu forgé votre carapace ou marqué ce fort caractère. Peut-être, ça peut s'expliquer comme ça aussi, ouais. On m'a toujours dit ça par rapport à mes autres frères et sœurs, que j'étais un peu plus timide. Et c'est étonnant d'ailleurs d'avoir joué au foot en étant une fille. Et quand j'étais plus jeune, quand on me disait « Ah bon, tu fais du foot ?» Voilà, après, je sais pas si c'est ce qui a forgé mon caractère. Je suis bretonne, donc j'ai aussi ce côté-là qui ressort peut-être. Alors votre frère, Ambroise, lui joue au foot. Il est milieu de terrain défensif dans le club de Plumeur. C'est un petit peu votre modèle, je crois. C'est plutôt un jeu qualifié de déménageur, au dire de certains de vos frères et sœurs. Voilà, c'est ça, c'est un bon joueur alors. Vous, comment se fait-ce que vous soyez d'une part attaquante et aussi douée techniquement? Je sais pas, après... C'est l'ADN de votre maman qui joue aussi au foot? Ouais, ma mère a joué aussi au foot, donc je pense qu'il y a une part de gêne un peu dedans. Mais oui, pour en revenir à mon frère, c'est vrai que des fois on lui demandait s'il avait joué tout le match parce qu'il se prenait beaucoup de cartons rouges, mais non, ça reste quand même... voilà, il a quand même joué il a quand même joué en 17 ans nationaux à l'époque. Non, c'était quand même un bon joueur. Après, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec le travail et tout, mais oui, ça a forcément été un modèle. Même s'il était plus vieux que moi, on ne pouvait pas trop jouer ensemble. Il y avait un trop gros écart, mais ça reste des bons souvenirs. Vous avez évoqué la Bretagne. Vous êtes aussi défenseur à vos heures. Quand il s'agit justement de défendre cette région de France où vous aimez retourner dès que possible, vous avez une grande partie de vos amis encore là-bas. On m'a donc demandé aussi dans votre famille si éventuellement vous aviez imaginé terminer votre carrière peut-être dans cette région, qui sait à Guingamp et encore plus à Lorient, si jamais le club était amené à prendre une place peut-être importante dans l'élite, parce que votre fin de carrière, c'est pas demain non plus, quoi. J'espère pas, en tout cas. Non, après, je sais pas de quoi mon avenir sera fait. Après, c'est sûr, c'est une région qui me tient à cœur. J'aurais bien aimé que l'OL soit à Lorient, mais malheureusement, c'est pas le cas. Demande à Olas. Non, je parle surtout pour le foot, mais non, après, pourquoi pas, je sais pas. Peut-être si Lorient joue en première division un jour, je sais pas du tout, mais on verra. Et le foot masculin, t'es pour qui alors? Tu regardes Lorient. Ouais. Voilà, c'est mon club de cœur, mais bon, après, oui, tu vas souvent à Gerland pour voir les... Ouais. On avait frôlé l'incident diplomatique pendant les Jeux, tu te souviens de ça? Ouais. Avec le drapeau breton. Voilà, le papa qui avait sorti le drapeau breton et c'est interdit par le comité international olympique. Le drapeau breton Le drapeau breton, enfin le drapeau, toute forme de drapeau.
Et donc voilà, je me souviens de cette histoire qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Il avait tenté le coup, donc je trouve ça plutôt courageux. Ouais, C'est bien. puis je savais pas, ouais. Moi, je voulais terminer ce charmant face à femme avec peut-être votre plus grande fan. Écoutez-la. Coucou Tata. Coucou Tata. Je veux faire du foot avec Nina et Lola plus tard. Ça te fait plaisir. Bisous. Est-ce que vous seriez fier de voir l'un de vos neveux ou nièces faire du foot et vous demander conseil? Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Il y a un peu de conditionnement dans tout ça quand elles mettent le maillot. C'est moi qui leur ai offert, mais non, c'est Lison. Ça fait depuis qu'elle est née presque qu'elle vient dans les stades avec ma sœur et elle adore ça. C'est vrai que l'autre jour, elle est venue à Gerland et ma sœur, elle m'a dit 1 heure avant le match, elle n'en pouvait plus. Elle tenait pas en place, donc voilà. Et puis maintenant, elle veut venir dans les vestiaires et elle me demande à chaque match. C'est marrant. Et voilà, c'est comme ça que ça vient. La passion du foot. Elle sera peut-être d'ailleurs du côté de Gerland ce week-end. On va en profiter pour regarder ensemble le programme à venir avec un beau week-end de football féminin. Avec justement de la Bundesliga, ça c'est pour Eurosport 2, un championnat sur lequel on reviendra plus tard avec Thomas Mekich, de la Ligue des Champions Bristol-Francfort, Juvisy-Guingamp, ça ce sera sur Eurosport en direct, et puis dimanche, la Ligue des Champions à nouveau avec ce rendez-vous pour Glasgow, Paris Saint-Germain et Wolfsburg. Rosengard, un programme riche une fois de plus en football féminin. La Ligue des Champions, c'est justement le cœur du sujet de notre débat de la semaine et il vous est présenté par Mélina Boetti. Je ne vous apprends rien, en football à la fin c'est souvent l'Allemagne qui gagne. Et ce sera encore le cas cette saison en Ligue des Champions. Pourquoi? Tout simplement parce que se profile à l'horizon une finale 100% allemande. Francfort ira en finale à l'expérience. Pour le club le plus titré de l'épreuve, 3 fois vainqueur, ça va être une banalité en quart de finale face à Bristol. Et puis en demi, ni Linköping ni Brøndby n'arrêtera le club allemand. Pour adversaire, Wolfsburg. Wolfsburg aussi sera finaliste. Le tenant du titre se place au-dessus de la mêlée en termes de niveau de jeu. Objectif, 3 Ligues des Champions consécutives. Aucun club n'a encore réalisé cet exploit. Et je pense qu'aucun adversaire ne pourra contrarier ses plans, au moins jusqu'à Berlin, le 14 mai. Ce week-end, donc, exit Rosengard et... Quoi? Comment? Ah oui, il y a aussi le PSG, encore une équipe française quand même en Ligue des Champions. Alors, êtes-vous d'accord avec Madame Irma? Si on regarde les effectifs, oui, ça peut être une finale allemande dans un stade allemand. Mais bon, moi, franchement, français, je souhaite au Paris Saint-Germain d'aller le plus loin possible. Et pour le football féminin français, ça serait bien qu'on ait une équipe en finale de la Coupe d'Europe. Bon, après, la Coupe du Monde, naturellement, arrivera. Et sur un match, poser des problèmes à Wolfsburg, sur 2, je pense que le Paris Saint-Germain est quand même capable de le faire. Parce que s'ils sont solides défensivement, et qu'ils récupèrent peut-être une Marie-Laure Delis en forme devant, avec Alouchi, on peut, pourquoi pas, créer la surprise? Il faut y croire. Je veux bien intervenir. Je pense que Vous êtes là pour ça, Candice. Mais oui, c'est pour ça, je m'impose. Voilà. Je vous découde. Vous avez une carte blanche aussi. Tout à fait, mais je la garde pour après. Non, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Il y a Glasgow d'abord. Je pense que tout le monde... ça serait un gros échec de se faire sortir par Ça serait un gros échec, mais ça n'empêche que tous les sportifs diraient la même chose, diraient qu'il y a d'abord Glasgow et après il y aura Wolfsburg. Une équipe... Une équipe, l'équipe de Wolfsburg qui marque beaucoup, qui encaisse peu de buts en championnat. Elles sont à 3 buts encaissés, donc c'est une équipe qui est vraiment, et puis sur le papier, très performante aussi. Mon avis, il va falloir un Paris Saint-Germain aussi très costaud, vraiment très performant. Là, ils me font un petit peu peur par rapport au championnat, après la défaite de l'Olympique Lyonnais. Après, je pense qu'ils ont une passe à vide par rapport à l'élimination aussi en Coupe de France face à Guingamp. Donc je pense qu'elles n'étaient pas forcément au mieux. À mon avis, elles vont préparer quand même cette Ligue des Champions maintenant là, pour atteindre la finale. Je pense, elles ont été capables de sortir l'Olympique Lyonnais sur un match aller-retour un petit peu. Quand tu sors l'Olympique Lyonnais, bon après, il faut vraiment bien se préparer, il faut être vraiment à 100% et
il va falloir que Paris Saint-Germain travaille bien. Eugénie, je sais, comme disait Amel Majri sur notre antenne, vous l'avez encore un peu là. Le regard que vous portez sur cette Ligue des Champions, on sait que Wolfsburg a fait forte impression depuis 2 années. Vous sentez quoi, vous, comme finale? C'est vrai que ça peut être une finale 100% allemande. Après, j'espère que le Paris Saint-Germain pourra peut-être se hisser en finale et représenter le championnat de France et la France dans cette Ligue des Champions. Après, c'est difficile de dire. Hein. Je pense que, comme disait Candice, il faut d'abord jouer Glasgow et après voir par la suite. Mais je pense aussi que le PSG va devoir récupérer assez vite Shirley Kroos parce que je pense qu'elle leur manque au milieu de terrain aussi. C'est quelqu'un qui arrive à apporter une certaine stabilité à leur équipe. Mais voilà, après, je pense qu'elles ont toutes les armes aussi pour aller loin dans cette compétition. Match retour, je crois, pour Shirley Kroos de Ligue des Champions. C'est sur le match retour. C'est ça le problème du PSG à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas encore assez de marge pour pouvoir se permettre de se passer d'une très bonne Marie-Laure Delis ou d'une Shirley Kroos. Et aujourd'hui, j'ai un peu peur, et tu parlais de l'élimination à Guingamp en Coupe de France, la défaite contre Lyon en championnat. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup et évidemment, ils vont passer Glasgow. Derrière, j'ai peur que la marche soit un peu trop haute sur 2 rencontres. Avant de retrouver justement le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, place au 2e épisode de ce documentaire consacré à Laure Boulot, Lira Alouchi et Caroline Seger. Regardez. Et c'est donc sous le soleil du Portugal que nous avons retrouvé nos 3 protagonistes. Les filles sont en Algarve avec leur équipe nationale pour y disputer le traditionnel tournoi du même nom, dont l'Allemagne de Lira Alouchi est tenante du titre. Bonjour, bienvenue au Portugal. J'espère que vous apprécierez le climat et la compétition qui réunit les meilleures nations du monde. Et ce rassemblement n'est pas seulement une préparation pour la Coupe du Monde, il devient aussi l'occasion pour certaines de se retrouver. Et voilà, je vous présente ma meilleure amie, Anja Mittag. C'est une joueuse très intelligente qui respire le beau football. Elle parle foot, elle vit foot et en dehors du terrain, elle trouve toujours un truc pour vous faire rire. On se connaît depuis longtemps et franchement, c'est une belle personne. C'est tout simplement devenu une très bonne amie. 3 filles, un rêve, une Coupe du Monde. Bonne humeur et petit moment de détente donc entre les 2 expatriés avant d'attaquer la compétition. C'est sûr que je suis toujours ravie de jouer avec l'équipe nationale. C'est un plaisir de retrouver toutes mes copines, d'autant plus que je ne vis plus en Allemagne. À quelques mois du mondial, c'est important de passer du temps ensemble, de jouer ensemble. Ce genre de moment devrait être bénéfique pour nous en vue de la Coupe du Monde. Mercredi 4 mars, première journée de compétition et première confrontation pour 2 de nos joueuses. Lira défie Caroline Seger, la co-capitaine de l'équipe suédoise avec Lotta Schelling. Les 2 équipes figurent parmi les favorites et ces 2 nations phares du football féminin disputent surtout un match test avant la Coupe du Monde. Ambiance tendue, les 2 titulaires se parlent à peine, semblent même s'ignorer. Et l'Allemagne vit un début de match idéal. 2 buts inscrits après les 3 premières minutes de jeu seulement. Les Allemandes se mettent vite à l'abri et les 2 partenaires de club ne se font aucun cadeau. Dans ce type de match de haut niveau, on oublie qu'on est copines. Et même si on joue ensemble en club, quand on est en équipe nationale, tout ce qui compte, c'est de gagner. Dans les moments chauds du match, ça fait partie du jeu. En bonne capitaine, Caroline redonne espoir aux Suédoises en réduisant le score en première période. Et le scénario s'inverse même après la mi-temps. La Suède égalise et prend l'avantage grâce à un 2e but de Seger.
Et un dernier signé Jakobsson, la Montpelliéraine, qui permet à la Suède de s'imposer avec panache. On est forte mentalement. Une fois encore, on a prouvé qu'on pouvait renverser la situation en marquant 4 buts. Je suis très fière de mon équipe. Lendemain de victoire, le soleil brille toujours et les sourires sont de mise pour l'entraînement des Suédoises. En ce jour, Caroline Seger porte bien son nom. En suédois, Seger signifie victoire. Et la milieu de terrain est une pièce essentielle dans le dispositif de Pia Sundhagen. C'est d'ailleurs en déterminant au jeu que la détentrice du record de sélection en équipe nationale nous parle d'elle. Thérèse Sjögran, 200 caps, est une icône du foot suédois. Elle est aussi une amie proche de notre Parisienne. Elle est très calme quand elle a le ballon, elle court beaucoup, elle peut marquer aussi. Je dirais que ce sera peut-être son année. Et je suis toujours avec elle quand on a ce genre de rassemblement et c'est l'une de mes meilleures amies. Elle est vraiment drôle. Une de tes meilleures amies? Mais je suis la seule. Non, maintenant tu pars. Du soleil et pas de nuages non plus du côté de l'équipe de France, de Laure Boulot qui connaît de bons moments. Après une victoire poussive face au Portugal et un succès plus convaincant contre le Danemark, l'équipe de Philippe Bergerot va vivre son premier gros test dans cette compétition. Le Japon, champion du monde en titre, mené au score à la pause, les Françaises réalisent une deuxième période de qualité. 3 buts sont inscrits, un but de Jenny Le Sommer et un doublé de Gaëtan Tiné. Une débauche d'énergie qui permet aux Bleus de gagner leur 3e match du tournoi. La France est la seule équipe invaincue et se qualifie pour la finale où elle retrouvera l'ogre américain. Mais avant cet ultime défi, moment de décompression aussi, une surprise attend les Bleus. L'organisation du tournoi a demandé à de jeunes écoliers portugais de dessiner une joueuse par équipe et voici l'emblème de la France, petit air de ressemblance. Peut-être s'il a voulu faire mon grain de beauté, c'est possible que ce soit moi. C'est Laure Boulot. Bien vu, Laure. Voilà, un petit truc qui fait rire avant le match de demain. On a pas mal enchaîné, quand même beaucoup de fatigue accumulée et c'est bien dans les jours off d'avoir des petites surprises comme ça. Et sinon, avec ses copines parisiennes, ça se passe comment au Portugal? Que mon nez sur la photo. Non. On s'est envoyé quelques messages pendant le tournoi. Elles sont fières et puis elles espèrent qu'on va gagner demain. Retour à la compétition ce jour de finale. Premier match et dernier pour Lira et Caroline qui disputent donc la petite finale. Une confrontation aux airs de déjà vu. Comme pour le premier match, l'Allemagne prend rapidement l'avantage avec un but de Mittag dès la 3e minute. Comme au premier match, les Allemandes doublent même la mise par Alexandra Popp. Et comme au premier match, la Suède réduit le score une fois de plus par Jakobsson. Mais la comparaison s'arrête là. Cette fois-ci, la Suède ne parvient pas à revenir et c'est donc l'Allemagne qui l'emporte et monte sur la 3e marche du podium. Je suis frustrée, bien sûr. Je déteste perdre. Mais c'est bien pour Lira, moins pour moi. Un dernier message pour Laure, peut-être. Bonne chance. Laure, donne le meilleur de toi. Et voilà. Et c'est enfin l'heure de la grande finale. France-États-Unis, affiche de rêve qui débute par un moment de recueillement en hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère en Argentine. C'est la première fois que les Bleus atteignent la finale de cette Algarve Cup. L'envie est là pour les Françaises. Malheureusement pour elles, les Américaines les cueillent à froid sur la première occasion. But, il est signé Julie Johnston de la tête.
Mais les Françaises restent sur une victoire face aux Américaines. C'était en février dernier à Lorient. Elles savent donc comment faire. Mais cette fois-ci, la donne a changé. Et les Bleus n'ont pas réussi à réécrire le scénario breton. Elles concèdent même un deuxième but avant la pause par Christine Press, partie en solitaire vers les buts adverses. En fin de partie, les Françaises ont l'occasion de revenir au score après une faute sur Marie-Laure Dely dans la surface de réparation. L'arbitre siffle pénalty. Pénalty tiré par Amandine Henry. Et son tir est repoussé par Robsolo. Les Bleus s'inclinent donc devant des Américaines revanchardes qui signent leur 10e succès en 22 éditions. Mais les Françaises ont pris rendez-vous. La prochaine, en gold. Et ce sera le 5 juillet donc pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà, nous on va observer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période de ce face à femme de foot avec Thomas Mekich, évidemment, et notre invitée, meilleure joueuse du talent et de l'Algarve Cup, Eugénie Le Sommer. A tout de suite. Salut Patrice, c'est Lara. J'écoute tout ce que tu dis à Femme de foot lundi soir, alors fais attention à ce que tu dis. Très bien, Lara. T'as bien compris hein? Oui, pas de problème. J'écoute Lara. Ça suffit, on est de retour dans Femme de foot, on est ravis de vous retrouver, on est ravis d'être toujours en compagnie d'Eugénie Le Sommer. Et est-ce qu'on est ravis? Est-ce qu'on est ravis de la voir? L'instant T, monsieur Thomas. Non. On va pas faire tout de suite l'instant T. Ah bon? Non. On va faire un petit... Voilà, je vais briser un peu l'instant T, monsieur, mon cher Thomas. Tu as remplacé au pied levé Romain Ballon. Et avec brio, d'ailleurs, bravo. Merci. Avec brio. Ouais, brio, c'est quoi mais bon, il y a eu quelques... Enfin, voilà, t'adores faire ça, donc on va te prendre des petites perles de Thomas Mekich. Donc, c'est pas l'instant T, c'est l'instant. Enfin. Salut. L'instant T, l'instantané, l'instant C. On veut tout savoir. Moi, je ne sais pas, attends. je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Magnéto, Jeff, s'il vous plaît. Oui, quand c'est moi, ça part pas. 4-3. Ce match, c'est pas forcément la compo auquel vous vous attendiez. Ouais, en 4-3-3, ouais. Mais là, pour le coup, victoire convaincante des Français. Il y avait 3-0 après 20 minutes de jeu. Des Françaises, elles avaient perdu contre le Japon en 2011. Ces joueuses de l'équipe de France, des États-Unis, pardon. Je me vois déjà en juin, moi, en juillet. Ah, moi, je l'adore. 4-4-2, j'en rêve la nuit, moi, du 4-4-2. Bon, il y a quelques surprises. Quand même, Patrice, on va jouer en 4-4-3. Ce match, il est plutôt d'accord avec nous, Romain Ballon. Romain Ballon, il est toujours d'accord avec nous. Elle aussi, elle s'est confiée au micro de Romain Ballon. Ses impressions après donc cette défaite face aux États-Unis au micro de Romain Ballon. Claire Lavogé qui réalise un beau tournoi, qui a réalisé un beau tournoi. Potentiellement, les États-Unis peuvent se faire éliminer dès les phases de poule. Non, top 3 à chaque fois, Thomas Mekich. Je vous demande, vous me dites très compliqué. Moi, je tente le diable direct. Non, je pense pas. Non. Ils se qualifieront quand même. Oui, le mot de la fin, très rapidement, Laura. Il y a la Coupe du Monde cet été au Canada. Est-ce que ce sera votre dernière compétition internationale? Je sais pas. Il y a quelques surprises. Quand même, Patrice, on va jouer en 4-4-3 ce match. Ben voilà. Fallait bien que ça arrive. Bon, attends, il a dit... invente toujours il a des dit, choses. Il a dit en en avance off, sur le il temps, a dit vous en off, savez. j'ai révolutionné l'émission. Bon, c'était clin d'œil. C'est une révolution de quelques Allez, mois. fini de blaguer, l'instant T, s'il vous plaît, parce que ça va 5 minutes là. Allez. Instant T. Tout ce que je dis maintenant, il va falloir que je fasse gaffe parce que... Bon, merci en tout cas Candice pour ce best-of. Le meilleur best-of depuis le début de l'année d'ailleurs, je tiens à le signaler. Bon, on va faire un petit tour en Allemagne pour commencer, mon cher Romain Ballon. Wunderbar. Ça se resserre. En Allemagne, regardez ces images des fêtes assez incroyables de Wolfsburg face au Turbine Potsdam. Le Wolfsburg qui n'avait encaissé qu'un but jusqu'à maintenant. Elles en ont encaissé 2. Cette fois-ci, des buts signés Agnonma et Andonova. Voilà, défaite qui relance totalement le championnat à 5 journées
de la fin, même si derrière le Bayern n'en a pas profité avec le nul 0-0 face à Duisbourg. La bonne opération, elle est pour Francfort qui s'impose 5-0 face à Erfurter. Ça nous fait combien d'équipes en 2 points? 4. Ça se resserre. 4 équipes en 2 points. 4. Voilà, exactement. Ça nous promet une fin de championnat passionnante. Palpitante. Voilà. Bon, est-ce que vous vous souvenez du but de Stéphanie Roche qui était nominé pour le prix? Tu t'en souviens? J'ai même pas vu que t'étais là ce soir. Et bim. Voilà, parce que d'habitude c'est le premier à me... Tu vois, et là... Non, mais je te sens un peu down. Alors. C'est vrai que je suis pas dans un bon jour. Toi tu me connais au moins, toi tu me connais. Bon, regardez, cet autre but de Stéphanie Roche, c'était avec l'Irlande cette fois-ci, sa sélection nationale, car Stéphanie Roche est irlandaise, mon cher Romain. Oui. Regardez, contrôle. Tout le monde l'a vu dans le public. Tac. Voilà. C'était sur le même terrain en plus. Pas mal, Génie, non? Ouais. Non, figure-toi que je me suis dit, cette réflexion, c'était pas le même terrain en fait, où elle avait mis son but de dingue. Non, mais il ressemble un peu. Ça y ressemble fort, mais on s'est moqué de moi quand j'ai dit ça. Impressionnant quand même. C'est impressionnant, ça, c'est incroyable comme but. Bon, pas forcément de célébration derrière. Non. Du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose, Eugénie. J'ai retrouvé une petite image de vous en me baladant sur Internet, une célébration de but. Vous allez me dire comment on appelle cette célébration de but en fait, parce que moi, j'ai jamais vu ça avant, mais je suis sûr que c'est encore le gang des Bretons qui a frappé. On la regarde et vous me dites comment ça s'appelle, parce que moi, ça m'intrigue ce genre de truc. On y va. Tu connais pas ça? Je connais pas, non. Ah, c'est la danse bretonne, voilà. Ah, c'est... Ouais. Ok, d'accord. Bon, Mais ça elle est avait pas très bien réalisée, mais... Bah non, mais si, C'est pas avec c'était- les petits... les petits Si, doigts. si, c'est ça. Ok, parce que quand je demande à Yoann Aubois de me faire une danse bretonne, ça ressemble pas du tout à ça. dépend à quelle heure de la nuit. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Qui marche pour ça. Bon, c'est terminé pour cet instant T. J'avais juste une petite chose à dire avant de conclure. Parce que c'est un petit malin, Oui, 4-4-3, c'est bon. Mais tu sais que je suis un gros tricheur, moi, quand je joue à 12. Non, le mot de la fin, il vous a bien caché son petit jeu derrière ses cheveux blancs. Et derrière ses cheveux blancs, il a encore pris une année le ballon. Mélina, assistante. Voilà, salut à tous. Mais oui, c'est son anniversaire. Il C'est pas vieillit. celui de sa mère. Je t'embrasse, maman. Il vieillit d'année en année, le ballon, c'est incroyable comparé à Patrice Lerc, qui a la même tête depuis 40 ans. Toi, ça évolue tous les ans. Mets-le au défi de le couper. Donc super gâteau, ça m'a coûté un bras, je te dis direct. Elle est sympa la bougie là. Ouais. Et ben, avant de souffler, je tiens à remercier évidemment notre invité, Eugénie Le Sommaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci Thomas, Mélina, Candice, évidemment, Patrice et Johan. Merci à Erwan Gelohen, à notre réalisateur Jeff Biotois, à toutes nos équipes techniques. Et n'oubliez pas, quelque part, on est déjà tous des femmes de foot. Oh, trop mignon le vieux. 59 ans.